Professor Tesha, you have raised important issues which also applies to the second table. And in fact, I'm moving now to the second one and ask Ibrahima Khan of the African Union Advocacy Director of the Open Society Initiative for Eastern Africa in Nairobi to take the floor. Please. Yes, okay. it's working. Working too. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler en français. Alors, Monsieur le Président, je remercie les organisateurs d'avoir voulu associer sous une certaine forme la société civile africaine à ce débat. Malheureusement, je ne sais pas si ça... Ok. Plus près. Comment? Ok. Ah, excusez-moi, est-ce que ça marche maintenant? Ok. Ça marche? Ok. Ça marche. Voilà, donc je disais que je remercie les organisateurs d'avoir voulu associer la société civile africaine à ces discussions. Et je trouve que c'est une lourde tâche que de vouloir être le porte-parole de la société civile africaine à ce débat, surtout quand il s'agit de discuter de paix et de sécurité sur le continent. Mais je voudrais dire d'abord deux choses avant de commencer. Premièrement, que je ne parle pas au nom de mon organisation et que je m'exprime en mon nom propre. Et que deuxièmement, j'essaierai de tout faire pour vous prouver que les Italiens n'ont pas de cousins en Afrique en termes de gestion de temps. Monsieur le Président, il est difficile de répondre à de faire des commentaires sur un texte qu'on n'a pas lu. Mais j'aime, sur la base des éléments qui ont été présentés par les chercheurs, je vais essayer de faire un certain nombre de commentaires sur la participation de la société civile et éventuellement vers la fin, peut-être commenter aussi la question des principes qui sont partagés entre les Africains et les Européens en matière de paix et de sécurité. S'agissant de la participation de la société civile africaine, vous savez que depuis la création de l'Union africaine, qui semble être une union qui est tirée par ses peuples, la société civile africaine a été associée au travail des institutions et organes de l'Union. On a même créé à cet effet ce qu'on appelle un Conseil économique, social et culturel, un organe qui permet à la société civile africaine de dialoguer avec l'Union africaine en tant qu'entité. Cette présentation textuelle, si je puis dire, de la participation de la société civile ne peut pas rendre compte de la réalité de la participation de la société civile africaine. Et j'ai bien aimé le fait que dans vos travaux, vous ayez beaucoup insisté sur le fait que les communautés économiques régionales jouent un rôle important. Parce que la société civile africaine fonctionne mieux avec les communautés économiques régionales qu'avec l'Union africaine. Et même quand on parle d'Union africaine, il faut voir dans la société civile deux aspects. La société civile qui participe dans les structures formelles et la société civile qui évolue en dehors des structures formelles. Et celle qui évolue en dehors des structures formelles semble aujourd'hui plus active en termes d'action envers les situations de paix et de sécurité que la société civile qui évolue au sein de l'ECOSOC. Je pense que l'étude aurait bien fait de montrer qu'est-ce que l'ECOSOC aujourd'hui fait en matière de paix et de sécurité. Et je dirais pour ma part que c'est très limité. Maintenant, s'agissant de la société civile travaillant avec les communautés économiques régionales, il est important de faire remarquer une chose, c'est que sur les 8 communautés économiques régionales que vous avez choisies, en n'incluant pas l'océan Indien et la région des Grands Lacs, la participation de la société civile, elle est différente d'une structure à une autre. L'étude a montré qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une meilleure implication de la société civile, mais c'est que la société civile est mieux accueillie en Afrique de l'Ouest que dans les autres régions. Par exemple, vous avez mentionné la participation de WANEP. WANEP participe même au système d'alerte rapide. WACSOF, ou bien le FOSCAO, comme on l'appelle en français, assiste aux activités institutionnelles de la CEDEAO. Or, un tel mécanisme n'existe pas dans les autres régions. Dans les autres régions où la société civile existe en termes de collaboration
avec les communautés économiques régionales, il n'y en a que deux. Il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est avec IACSOF, et en Afrique australe, vous avez la SADC NGO. Mais en dehors de cela, c'est le vide total. Donc, malgré ce vœu très cher aux États africains de faire de ces organisations des organisations tirées par leur peuple. Donc là réside, de mon point de vue, le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a beaucoup dit dans votre travail qu'il y avait un problème de capacité. J'en doute. J'en doute, parce que peut-être que vous n'avez pas vu la société civile travaillant dans des structures formelles, mais le travail que la société civile fait en matière de paix et de sécurité est largement très important. Juste pour vous donner un exemple, si la paix et la sécurité est revenue en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone et au Libéria, c'est grâce à une organisation, l'organisation des femmes du Mano River. C'est elle qui est allée voir les chefs d'État en disant on ne peut plus continuer dans ces situations-là. WANEP joue un rôle important. Et donc, l'existence de capacités au sein des sociétés civiles africaines est avérée, en termes de ressources humaines et en termes d'expertise. Et donc, je pense que ce serait bon de nuancer ces propos. Et je peux même continuer. En Afrique de l'Est, par exemple, quand il y a eu la crise au Kenya, une des organisations qui a joué un rôle fondamental pour même aider Kofi Annan dans sa médiation, c'était une organisation, un réseau qu'on appelle le KTPJ, qui est un réseau d'organisations qui travaillait pour la paix et la justice au Kenya. Donc, il me semble que cette question-là est importante. Pour moi, ce qui est vraiment critique, c'est la participation aux mécanismes de paix et de sécurité. Le premier exemple, c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'article 20 du protocole sur le Conseil de paix et de sécurité dit clairement que la société civile participe aux activités. Mais quand la société civile africaine a demandé à participer aux activités, finalement, le Conseil de paix et de sécurité a sorti une formule qu'on appelle aujourd'hui les principes de Livingstone, qui dit que pour participer à ces activités, il faut prouver que 50% de vos ressources viennent du continent africain. Alors, les États qui eux-mêmes ne peuvent pas se procurer 50% des ressources qui leur permettent de vivre annuellement, comment peuvent-ils demander aux organisations de la société civile? Donc ça, c'est des questions importantes. Et comme je le disais tout à l'heure, la participation aussi aux activités des communautés économiques régionales, elle est importante. Pour moi, là, j'ai le problème. Et un dernier point avant de conclure, c'est le financement. Je pense que sur la question du financement, puisqu'il s'agit de partenariat, il faut aussi voir la question sous plusieurs aspects. Parce que si la société civile africaine demande de plus en plus de ressources à l'Union européenne, tombera sur les principes de Livingstone. Il sera difficile ultérieurement de pouvoir participer aux activités parce que les ressources provenant de l'extérieur seront des ressources qui vont être calculées quand il s'agit de participer aux activités de l'Union. Donc, de ce point de vue, c'est important. Dernier point, Monsieur le Président, et pour moi est un aspect fondamental, c'est que si l'Afrique et l'Europe ont décidé de s'unir, ce n'est pas parce que géographiquement et historiquement, ils sont proches l'un de l'autre, mais c'est qu'aussi ils partagent des valeurs. Mais quand on voit la manière dont un certain nombre de conflits sont gérés, on est amené à se poser la question, est-ce que ces valeurs sont partagées? Je peux prendre l'exemple de la Libye, la manière dont elle a été gérée, où on est même allé, et je trouve ça comme étant vraiment extraordinaire de la part, parce que la plupart des États européens appartiennent quand même à l'OTAN, où on a refusé à des Africains d'aller trouver des solutions aux problèmes africains en leur interdisant l'accès du territoire libyen. Et pourtant, l'Europe aurait pu jouer un rôle important dans cette affaire. Ça n'a pas été fait. Et donc, ça m'amène à poser des questions sur le partage des valeurs. Et récemment aussi, la question de la paix et de la sécurité au Mali. Visiblement, il y a des pays européens qui ne sont pas pour une intervention de l'Union africaine, la manière dont elle veut le faire, parce que ces pays ont des ressortissants qui sont arrêtés et internés dans d'autres pays. Et cela amène
à vraiment réfléchir sur la philosophie qui est vraiment au cœur de ce partenariat. Et le dernier point, c'est que tout à l'heure, on disait traiter l'Afrique comme une. Je ne suis pas sûr qu'au niveau européen, on pense encore à traiter l'Afrique comme une. Parce que si on voit ce qui est fait autour de la Méditerranée, et une division de l'Afrique entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord qui est économiquement plus intéressante, ça aussi, ça peut jouer un rôle assez négatif dans les relations Afrique-Europe, surtout quand il s'agit de paix et de sécurité. La Libye, aujourd'hui, on a vu son impact sur l'Afrique subsaharienne. Et si on continue à diviser le continent de cette manière, je ne pense pas qu'on puisse régler les problèmes. Voilà, Monsieur le Président. J'espère que je ne suis pas un Italien de l'Afrique.